Je m'appelle Noreen Albridge. J'ai 83 ans et je vis seule dans une petite maison jaune à la lisière de Cedar Hollow, une ville tranquille du Montana où il ne se passe jamais rien. Du moins, c'est ce qu'ils aiment à croire. J'étais couturière. Pas seulement pour gagner ma vie, mais aussi pour survivre. Je cousais des ourlets et des souvenirs sur chaque morceau de tissu que je touchais. Les gens en ville se souviennent de moi pour mes courtes pointes à ruban bleu et le cordonnier à la pêche que j'apportais à la foire du comté. Mais ils ne connaissent pas mon histoire. Ils ne savent pas celui. C'était au printemps quand je l'ai retrouvée, la canne. Enfouie au fond d'un coffre oublié au grenier, cachée sous des couvertures en laine et la vieille veste de l'armée de l'air de mon mari. Je ne l'avais pas vue depuis plus de 40 ans. Mais dès que je l'ai vue, mes genoux ont cédé comme la nuit où il a soulevé pour la première fois. Ce n'était pas juste une canne. C'était de son canne. Chêne poli, sculptée d'une tête de faucon sur le manche. Élégante. Cruelle. L'homme qui la portait était autrefois mon beau-père, Thaddeus Albridge. Il marchait avec autorité et frappait avec précision. Il dirigeait cette maison tel un tyran couronné de silence. Pour les fidèles, c'était un héros de guerre, un homme bien et un diacre. Mais à l'intérieur, lorsque les rideaux étaient tirés et que le regard du Seigneur était tourné ailleurs, il était tout autre chose. C'était le diable, vêtu de ses plus beaux atours. Quand j'ai épousé son fils, Curtis, je pensais fuir la pauvreté. Je ne savais pas que j'entrais dans une prison au papier peint fleuri. Curtis m'aimait au début, mais il n'a pas tardé à imiter l'ombre de son père. Des renvois discrets. Des ordres secs. Et puis, le silence après que j'ai tenté de riposter. Mais Thaddeus, il était pire. La canne a commencé comme un outil pour marcher. Ensuite, c'est devenu une arme. Ensuite, c'est devenu un avertissement. Puis, une nuit, c'est devenu la chose qu'il utilisait pour me violer. J'avais 26 ans. Coincée dans cette maison avec un nouveau-né et un mari qui regardait ailleurs. Je n'en ai jamais parlé à personne. Pas même à mon fils, Lester. Ce n'est qu'à 80 ans que j'ai enfin prononcé ces mots à voix haute. Et je les ai dits à une inconnue. Une jeune femme nommée Marley, qui louait la petite chambre d'amis derrière chez moi après avoir perdu son emploi en ville. Elle me rappelait qui j'étais. Vif. Curieux. Courageux. Elle m'a trouvé un soir au grenier, recroquevillé en boule, serrant cette maudite canne de ses mains tremblantes. Mademoiselle Noreen, dit-elle doucement, qu'est-ce que c'est? J'aurais pu mentir. J'aurais pu l'enterrer à nouveau. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai dit, ça? C'est la canne qu'il a utilisée pour me violer. Je m'attendais à ce qu'elle recule. Au lieu de cela, elle s'est agenouillée à côté de moi et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Alors transformons-le en autre chose. Et c'est là que tout a changé. Cette canne n'était pas censée survivre à son sort. Je l'avais enveloppée de vieux linge et de honte, et je l'avais enfouie dans les ténèbres. Mais maintenant, en la tenant à nouveau, je ne ressentais plus la même terreur. J'éprouvais de la fureur. Et sous cette fureur, autre chose, de la détermination. Alors j'ai pris une décision. Je ne laisserai pas la pire chose qui me soit arrivée rester enterrée. Pas plus. La canne qui était autrefois un symbole de contrôle, de douleur et de silence, était sur le point de devenir autre chose. Quelque chose de puissant. Quelque chose de bruyant. Mais avant que je puisse agir, j'ai reçu une lettre. Une lettre avec un sceau familier. Et un nom écrit en gras. Thaddeus Albridge Jr. Le frère cadet de Curtis. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des décennies. Mais ce qu'il a écrit dans cette lettre m'a glacé le sang. Il voulait récupérer la canne. Et il a dit que si je ne le rendais pas, je le regretterais. J'ai plié la lettre tranquillement. Puis j'ai regardé la canne une dernière fois. Et j'ai murmuré. Laissez-les venir. Quand je dis que la lettre m'a glacé le sang, je le dis dans le sens que seuls les survivants peuvent comprendre. Ce n'étaient pas les mots eux-mêmes, c'était ton où ils viennent. Thaddeus Albridge Jr. La dernière fois que j'ai vu cet homme, il traînait son père ivre hors de chez moi, tandis que Curtis se tenait figé comme un enfant effrayé à l'idée de briser la chaîne de commandement. C'était il y a près de 50 ans. Après cette nuit-là, Thaddeus Jr. a disparu de nos vies. Des rumeurs ont circulé. Il a déménagé au Texas, a rejoint un gang de motards,
s'est fait arrêter, a trouvé la foi, puis l'a reperdue. Mais maintenant il écrivait moi? Exigeait que je rende la canne. Il a affirmé qu'il s'agissait d'un héritage familial. Il écrivit qu'il prévoyait de le restaurer et d'en faire don au musée de la ville en l'honneur de son père. Un homme, affirmait-il, d'une grande vertu et d'un grand héritage. J'ai lu cette phrase 3 fois avant de rire aux éclats. Héritage? C'est comme ça qu'il l'appelait maintenant? Tas de sœurs, a laissé des traces et le silence derrière chaque porte qu'il a fermée. Et maintenant, son fils voulait honorer cela? Polir sa canne et l'accrocher au mur avec une plaque portant l'inscription « Père et patriote bien-aimé » J'ai failli brûler la lettre sur le champ. Mais quelque chose m'a arrêté. Non, il ne s'agissait pas seulement de refusant. Il s'agissait de révélateur. J'avais enfoui ma voix trop longtemps. J'ai donc fait ce que font les survivants lorsqu'ils sont prêts. J'ai commencé à me souvenir. Pas seulement de la douleur, mais aussi de la détail. Comment il m'appelait « fille », même après avoir épousé son fils. Comment il est entré dans notre maison sans y être invité, sa canne tapotant rythmiquement sur le parquet comme un compte à rebours. Comment Curtis ne l'a jamais arrêté. Et surtout, cette canne n'était pas seulement un outil, c'était un message. Un symbole de contrôle. De silence. Mais que se passerait-il si je pouvais changer cela? Et si je pouvais prendre la chose même qui m'a brisée et la transformer en un message de ma part? Propre? Alors je l'ai ressorti. La canne. J'ai passé mes doigts sur les sillons de la tête du faucon, comme je passais mes doigts sur les bleus que je racontais aux voisins. Et j'ai élaboré un plan. Marley, la jeune femme qui louait ma chambre d'amis, avait un cousin nommé Dylan, un menuisier qui fabriquait des pièces sur mesure pour des clients de Bosement. Elle disait qu'il était doué. Non, brillant qu'il pouvait sculpter n'importe quoi à partir de quelque chose de vieux. Je l'ai appelé. J'ai demandé, peux-tu transformer cette canne en quelque chose d'autre? Quelque chose de puissant. Quelque chose de nouveau. Il s'est arrêté et m'a demandé pourquoi. Je lui en ai dit juste assez pour que sa voix se taise. Il a dit oui. J'ai enveloppé la canne dans un carré de courte pointe et je la lui ai apportée le lendemain matin. Je n'ai pas tout de suite prévenu Marley. Elle s'inquiétait déjà pour moi, surtout après que je lui ai parlé de la lettre. Elle pensait que je devrais appeler la police. Mais que dirais-je? Bonjour, officier. Un homme que je n'ai pas vu depuis 50 ans veut récupérer la canne de son père décédé, et je pense qu'il vient la prendre de force? Non. Cela n'irait pas loin. Au lieu de cela, je me suis concentré sur autre chose. Reprendre le contrôle. Pendant que Dylan travaillait sur la canne, j'ai commencé à écrire. J'ai ouvert mon vieux carnet noir, celui dans lequel j'avais l'habitude de noter mes listes de courses quand Curtis était encore en vie, et j'ai commencé mon histoire. Page par page. J'ai écrit tout ce que Thaddeus Albridge sœur m'a fait. Tout ce que Curtis ignorait. Chaque cri qui s'éteignait dans ma gorge et chaque nuit où je restais éveillé juste pour protéger mon enfant des pas dans le noir. Et à mesure que l'encre séchait, la peur aussi. Parce que nommer une chose, c'est comme ça qu'on tue son pouvoir. Mais juste au moment où je commençais à me sentir à nouveau en sécurité, c'est arrivé. Quelqu'un est entré par effraction dans le hangar de l'arrière-cour. Marley trouva la porte ouverte en éclats. Outils dispersés. Il ne manque rien. Sauf une chose. Une seule photo. Celle de moi, Curtis et ta deux sœurs sur le porche en 1972. Celui où la canne est clairement visible, serrée dans la main tordue de cet homme. Pourquoi prendre ça? À moins que quelqu'un n'ait essayé d'effacer ce que c'était. Ou pire, prouver que je l'avais. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis juste assis sur le porche avec un thermos de café et le rapport de police que je n'ai pas déposé. J'ai regardé dans l'obscurité et j'ai murmuré au vent. Si tu veux te battre, je suis prêt. Parce que je n'avais plus peur des fantômes. J'ai vécu avec un de ces virus dans mon propre corps pendant des décennies. Et cette fois, s'il venait me chercher, il trouverait quelque chose qu'il n'attendait pas. Une vieille femme qui n'a plus rien à perdre. Et tout à récupérer. 3 jours plus tard, Dylan a appelé. Sa voix était prudente, calme. Mademoiselle Albridge, dit-il, j'ai terminé la pièce. J'étais assis à la table de la cuisine, la lumière du soleil perçant les rideaux de dentelle,
Marley fredonnant en fond sonore tout en récurant une poêle en fonte. Je m'attendais à cet appel, incertain d'être prêt à voir ce qu'il avait fait de ce qui avait failli me détruire. Mais j'ai dit, je viendrai cet après-midi. Son atelier se trouvait juste à côté de l'autoroute, derrière une grange rouge en ruine, ornée de carillons éoliens fabriqués avec de l'argenterie usagée. En entrant, j'ai senti une odeur de cèdre, de vernis et autre chose, l'espoir. Ça sentait la transformation. Dylan se tenait derrière une longue table en bois, la barbe encore couverte de poussière, les lunettes de sécurité sur le front. Il ne dit rien au début. Il souleva simplement le tissu. Et c'était là. Pas une canne. Pas plus. C'était un marteau. Petit, élégant, sculpté dans le même chêne. La tête du faucon avait disparu. À sa place, une spirale de liane grimpante gravée dans le manche délicate mais solide. J'ai haleté. Il le tourna dans ses mains comme si c'était du verre. Il est toujours lourd, dit-il. Mais maintenant, il parle différemment. Je n'avais pas confiance en ma voix, alors j'ai simplement hoché la tête. Il me l'a donné. C'était chaud. Vivant. Je lui ai demandé, combien je te dois? Il secoua la tête. Rien. C'est un honneur. J'ai tenu ce marteau comme si c'était un nouveau-né. Comme si c'était le casse le mien. Parce que c'était le cas. Il a été créé à partir de la douleur, mais n'a pas été gouverné par elle. Je l'ai ramené à la maison sur mes genoux, enveloppé dans la même couverture que j'avais utilisée autrefois pour cacher la canne. Et quand Marley l'a vu, elle s'est couvert la bouche, les yeux écarquillés et humides. C'est magnifique, murmura-t-elle. J'ai souri. Ce n'est pas seulement beau, dis-je. C'est la justice. Mais la justice n'était pas complète. Pas encore. Parce que je n'avais pas oublié la lettre. Et je n'avais pas oublié le cambriolage. Cette nuit-là, j'ai vérifié toutes les serrures. Puis je me suis assis et j'ai ouvert un nouveau document sur l'ordinateur de Marley. Elle m'avait appris à taper des semaines auparavant. Et maintenant mes doigts dansaient. J'ai commencé à rédiger quelque chose que je n'aurais jamais pensé écrire. Un discours. Pas pour la police. Pas pour le tribunal. Mais pour le conseil des femmes de Cedar Hollow. Marley leur avait raconté des bribes de mon histoire, avec ma permission seulement. Il s'est avéré qu'il cherchait un conférencier pour l'événement Voix du Cèdre de cette année. J'avais dit non, bien sûr. Au début. Trop vieux. Trop fatigué. Trop calme. Mais quelque chose dans le fait de tenir ce marteau dans mes mains m'a fait tout repenser. Alors j'ai tapé. J'ai écrit sur le silence. J'ai écrit sur le pouvoir déguisé en politesse. J'ai écrit sur des femmes qui survivent dans des cuisines, des placards et des appels téléphoniques chuchotés. J'ai écrit sur la honte qui ne nous appartient pas, mais qui nous accroche quand même. Et j'ai terminé avec ça. Il pensait que j'allais enterrer ma vérité et mourir avec elle. Mais je l'ai plantée à la place. Et maintenant ça grandit. Le lendemain, Marley a présenté le discours en mon nom. 2 jours plus tard, le conseil a convoqué. Il voulait que je sois l'orateur de clôture. J'ai dit oui. Mais cette même nuit, j'ai reçu un autre lettre. Celui-ci a été tapé. Plus court. Plus froid. Il disait. Tu as quelque chose qui appartient à ma famille. Rends-le. Ceci est votre dernier avertissement. Pas de nom. Pas d'adresse de retour. Juste un seau de cire. Le même que celui de la première lettre. Mais cette fois, une photo était glissée à l'intérieur. De moi. Debout dans l'atelier de Dylan. Tenant le marteau. Il regardait. Et maintenant, il savait que c'était plus qu'une canne. Il savait que je l'avais changé. J'ai montré la photo à Marley. Son visage est devenu pâle. Nous devrions aller voir la police, a-t-elle dit. J'ai regardé à nouveau la photo. Et puis au marteau. Non, dis-je doucement. On va finir ça. À ma façon. L'événement Voix de Cèdre s'est tenu au centre communautaire de la ville, un vieux bâtiment en briques qui servait autrefois d'église avant d'être donné à la ville. Il y flottait encore une odeur de recueil de cantiques et de naphtaline. Je n'étais pas monté sur scène depuis plus de 60 ans. La dernière fois, c'était au lycée, je jouais le rôle de Lady Macbeth. Je me souviens avoir tremblé dans l'auditorium, terrifié à l'idée d'oublier mon texte,
mes genoux heurtant ma robe de velours cousu main. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'ai recherché à être entendue. Marley m'a aidé à me préparer. Elle a insisté pour que je porte un châle bordeaux qu'elle avait crocheté elle-même. Elle a dit qu'il correspondait à la couleur de ma voix, chaud, profond et chargé d'histoire. À mon arrivée, le centre était plein. Plein à craquer, en fait. Des femmes venues de toute la ville, et certaines de l'extérieur. Des veuves, des enseignantes, des mères, des adolescentes. Certaines portaient des pains sur lesquels on pouvait lire « C'est moi qui vous » et point. J'ai survécu. D'autres tenaient simplement des mouchoirs comme des boucliers. J'étais assis au deuxième rang, le marteau enveloppé dans un tissu sur mes genoux. Puis j'ai vu lui. Rangé du fond. Debout. Veste noire. Barbe grise. Yeux de verre. Tadeu Junior. Je l'ai reconnu instantanément, même si son visage était plus lourd, les angles usés par le temps et l'amertume. Il ne s'est pas assis. Il s'est simplement appuyé contre le mur du fond, tel un agent de sécurité surveillant une pièce qu'il projette de cambrioler. Il m'a vu. Il n'a pas cligné des yeux. Je me suis retournée. Mes mains ne tremblaient pas. Lorsqu'on m'appela « Mademoiselle Noreen Albridge », la salle se tut. Je me levai lentement, le marteau dans une main et mon discours dans l'autre. Le podium était plus haut que dans mes souvenirs. Le microphone était trop proche. Mais je me suis éclairci la gorge, j'ai regardé la mer de femmes devant moi et j'ai commencé. Bonne soirée. Je m'appelle Noreen Albridge. J'ai 83 ans. Et depuis 57 ans, je garde un secret qui n'a jamais été le mien. Allaitement. Une chaise grinça. Quelqu'un murmura « Oh mon Dieu !» Je leur ai tout dit. Pas dans les détails macabres, mais suffisant. Assez pour qu'ils comprennent le poids sous lequel je vivais. Je leur ai parlé de l'homme qui utilisait une canne pour marcher pendant la journée et pour punir dans l'obscurité. Je leur ai parlé du silence que mon mari offrait en guise de protection. Je leur ai parlé du grenier, de la courte pointe, des mains tremblantes qui ont retrouvé cette canne. Et puis j'ai levé le marteau. C'était le sien. Maintenant c'est à moi. Il l'utilisait pour contrôler. Je l'utilise pour récupérer. Il voulait laisser un héritage de peur. Je choisis de laisser quelqu'un de courageux. Elles se sont levées. Toutes les femmes présentes dans la pièce. Ne pas applaudir. Applaudissements. Comme si un barrage s'était rompu. Des larmes coulaient sur les visages. Certains se sont tournés vers moi. Et à travers la lumière et le bruit, j'ai croisé le regard de Tadeu Junior. Il n'encourageait pas. Il était parti. Disparu avant les applaudissements finaux. Je pensais que c'était fini. Je pensais que ce moment avait scellé quelque chose. Mais cette nuit-là, alors que Marley et moi entrions dans l'allée, nous avons vu la fenêtre éclater. Du verre scintillant au clair de lune comme des promesses non tenues. Marley freina. Reste dans la voiture. Elle courut à l'intérieur la première. Elle inspecta chaque pièce. Elle revint les joues pâles et les yeux écarquillés. Quelqu'un est entré ici, dit-elle. Ils n'ont rien pris. Mais ils ont laissé quelque chose. Elle m'a tendu un bout de papier plié. Cette fois, tapé en majuscules. On ne peut pas réécrire l'histoire. Vous ne pouvez pas l'effacer. Arrêtez, ou la prochaine fois nous prenons plus qu'une photo. Il n'y avait pas de signature. Juste une empreinte digitale dans la graisse, au fond. Marley a appelé la police. Mais je n'ai pas attendu qu'ils arrivent. Je suis entré dans mon bureau. J'ai ouvert le cahier. Et j'ai écrit une phrase. Je n'ai pas peur des fantômes, car je suis devenu plus fort. Je n'allais pas m'arrêter. Pas maintenant. Pas quand j'étais enfin en train d'être entendu. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'ils n'essayaient pas seulement de me faire peur. Ils préparaient quelque chose de plus grand. Quelque chose était censé me briser à nouveau. Et ils allaient utiliser quelqu'un que j'aimais pour le faire. Le lendemain matin du cambriolage, Marley a fait ses valises. Elle ne l'a pas dit ouvertement, mais j'ai vu la peur gravée dans son silence. Je ne serai absente qu'une semaine, dit-elle en pliant son jean d'une main tremblante. Ma mère a besoin d'aide pour sa hanche. Je serai de retour avant ton anniversaire. J'ai souri et hoché la tête. Je ne l'ai pas supplié de rester.
Je connaissais le regard dans ses yeux. Je l'avais moi-même porté quand j'avais 23 ans et que j'essayais d'échapper à Tade Albridge sœur. La différence était qu'elle pourrait partir. Et je n'allais pas accepter ça de sa part. Avant de partir, elle s'est retournée vers moi, la main sur la portière. Tu ne seras pas seule, n'est-ce pas? Non, mentis-je. J'ai tout ce qu'il me faut. Et pendant un moment, j'y ai cru. Jusqu'à ce que le téléphone sonne. C'était Lester, mon fils. Le même Lester que j'avais élevé avec tout ce que j'avais, et qui était devenu un homme de silence comme son père. Nous n'avions pas beaucoup parlé ces 10 dernières années. La dernière fois que nous avions partagé un repas, il était venu avec sa nouvelle épouse, Jolene, qui avait passé la majeure partie du dîner à me faire remarquer combien mes rideaux étaient poussiéreux et combien il devait être triste de vivre, si loin de tout. Pourtant, j'ai répondu. Et, maman. Sa voix était hésitante. D'où? Salut, ma puce, répondis-je en m'essuyant les mains sur un torchon. C'est une surprise. Il hésita encore. Je peux passer? Ces 5 mots s'enroulaient autour de ma poitrine comme un fil de fer. Bien sûr, dis-je, masquant mon malaise. Tout va bien. Une pause. Puis, j'ai juste besoin de parler. Il est arrivé cet après-midi-là. Seul. Pas de Jolene, pas de bavardage. Juste Lester. Mon fils. Les tempes sont grises maintenant, les yeux fatigués comme les miens. Il se tenait au bord du porche, les mains dans les poches comme un enfant attendant d'être grondé. J'ai reçu une lettre, dit-il. Cela m'a arrêté net. Je me suis assis dans le fauteuil à bascule. Quel genre de lettre? Il l'a sortie de la poche de son manteau. Même papier. Même seau de cire. Il me l'a donnée. À l'intérieur, il y avait une photo. De moi. Sur scène au Cedar Voices. Au milieu du discours. Et j'ai tapé en dessous. Elle réécrit l'histoire. Vous pouvez l'arrêter. J'ai levé les yeux vers Lester. Il n'était pas en colère. Il était effrayé. Qui t'a envoyé ça? Ai-je demandé. Je ne sais pas, dit-il d'une voix brisée. Mais il y a plus. Il a sorti un autre papier. Celui-ci a été signé. Tade Albridge Jr. Un nom que Lester n'avait pas prononcé depuis des décennies. Il a dit que tu étais instable. Que je devrais envisager de te faire examiner avant de faire honte à la famille. J'ai senti le marteau sur mes genoux, caché sous le châle. Je pensais qu'il était mort, murmura Lester. Il pourrait tout aussi bien l'être, dis-je. Il s'est assis à côté de moi sur le porche, les coudes sur les genoux. Je ne savais pas, maman. Ce qui s'est passé. Entre toi et grand-père. J'ai fermé les yeux. Il lui avait fallu 57 ans pour prononcer ces mots. Et même là, ce n'était pas facile. Je ne t'ai pas protégé, dit-il. Je l'ai regardé alors. Mon garçon. Je ne suis plus un garçon. Je n'ai pas protégé moi-même, j'ai dit. Mais je le fais maintenant. Il s'est tourné vers moi. Pourquoi maintenant? J'y ai pensé. J'ai regardé l'allée où se trouvait la voiture de Marley. J'ai pensé à la canne. Le grenier. Le marteau. Et la voix qui dormait dans ma poitrine depuis trop longtemps. Parce que j'ai enfin compris que le silence n'était pas synonyme de sécurité, ai-je dit. C'était un abandon. Lester a fouillé dans son autre poche et en a sorti quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Une photo de moi le tenant dans mes bras quand il était bébé. Déchiré sur les bords. Brûlé dans un coin. Je l'ai trouvé dans une boîte au garage, dit-il. Avec une lettre de papa. Il m'a remis la lettre. L'écriture de Curtis. L'homme que j'ai épousé. L'homme qui a disparu dans l'ombre de son père bien avant sa mort. Si vous lisez ceci, je suis parti. Je t'ai laissé tomber. J'aurais dû l'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que j'étais trop son fils. J'espère qu'un jour tu parleras. Et quand tu le feras. J'espère que notre garçon écoute. Je suis resté assis en silence. Je ne pleure pas. Pas encore. Lester a pris ma main. Je t'écoute maintenant, maman. Et juste au moment où je sentais quelque chose se détendre dans ma poitrine, quelque chose de pointu,
quelque chose de blessé, j'ai vu une berline noire s'arrêter de l'autre côté de la rue. Vitre teintée. Il n'appartenait à personne dans notre quartier. Il n'a pas bougé. Il est resté là, tout simplement. Regardez. Lester l'a également remarqué. Qui est-ce? Je pense, dis-je en me levant lentement, que c'est quelqu'un qui n'aime pas ce que je dis. Il se tenait à côté de moi. Alors peut-être qu'il est temps déjà commencé à parler aussi. Cette nuit-là, nous avons déposé une plainte auprès de la police. Lester leur a donné les lettres. Il a insisté pour qu'une patrouille soit déployée dans la rue, juste au cas où. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Il ne s'agissait pas seulement de menaces. Il s'agissait d'héritage. Pouvoir. Et les hommes qui préfèrent détruire la vie d'une femme plutôt que de laisser sa vérité être plus forte que leurs mensonges. Mais je n'étais plus seule. Et je n'avais pas fini. La voiture de patrouille est venue toutes les nuits pendant 3 jours. Stationnée juste en bas de la rue, phares éteints, vitres relevées. L'agent Herrera, une jeune femme au regard fixe et à la présence discrète, prenait le service du soir. Elle m'a fait signe quand j'ai vérifié la boîte aux lettres. Elle ne posait jamais trop de questions. Elle était juste assise là. Elle observait. Lester a commencé à rester ici. Il dormait sur le canapé-lit du bureau, celui-là même où Curtis regardait le journal télévisé du soir, raide dans les coins et sentant légèrement la poussière et la menthe poivrée. Ce n'était pas confortable, mais Lester ne s'en plaignait jamais. Il me préparait monter le matin, faisait des crêpes comme à 10 ans, et n'évoquait jamais Thaddeus Junior. Mais je sentais la question naître en lui. Et la nuit est arrivée où le lampadaire extérieur a clignoté 2 fois, puis s'est éteint. Nous jouions au Scrabble sur la table de la cuisine, le marteau posé entre nous comme un 3e joueur. Je venais de m'allonger. Résister quand il dit doucement. Pourquoi as-tu toujours cette pièce fermée à clé? Il parlait de la chambre d'amis. Celui que Thaddeus utilisait lors de sa visite. La dernière pièce qu'il a touchée dans cette maison. Je n'ai tout simplement jamais eu le courage de l'ouvrir, ai-je répondu, les yeux rivés sur le tableau. Lester s'est penché en arrière sur la chaise. Peut-être qu'il est temps. Je voulais dire non. Cette pièce contenait des souvenirs trop lourds même pour le bois et les clous. Mais quelque chose dans sa voix ferme mais douce me disait que je ne le ferais pas seul. Alors j'ai hoché la tête. Nous sommes restés debout dans le couloir pendant 1 minute entière. Cette porte était restée fermée pendant près de 40 ans. J'avais toujours le vieux bouton en laiton. Il portait toujours son nom-point invité, gravé sur une plaque de bois que j'avais autrefois accrochée avec fierté. J'ai tourné la clé. La porte grinça. La poussière s'est déversée comme si elle avait retenu son souffle. L'air sentait le cèdre, les boules de naphtaline et autre chose, la honte. À l'intérieur, tout était intact. Le lit étroit toujours fait avec des coins d'hôpital. La canne que je pensais avoir cachée dans le grenier, ceste double, je me suis rendu compte à présent, que je m'appuyais contre le placard. Un petit coffre en bois était posé au pied du lit. Lester se déplaçait lentement. S'agenouillant, il souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des lettres. Des dizaines d'entre eux. Depuis Curtis. Depuis Thaddeus. Certaines étaient adressées à Lester. La plupart n'étaient que des gribouillis furieux. Des diatribes sur le respect, le pouvoir, les liens du sang. Mais caché entre 2 enveloppes jaunies se trouvait un carnet noir. Je l'ai attrapé. Mon nom était écrit sur le devant en majuscule. Noreen. Je l'ai ouvert. Les pages n'étaient pas remplies de souvenirs. Ils étaient remplis des comptes. Description. Foi. Date. Lieu. Thaddeus avait documenté à chaque fois qu'il me faisait du mal. Comme si c'était un journal de conquête. Comme si j'étais un peu objet comptabilisé. Chaque entrée est froide. Précise. Détachée. 12 juin 1971. Sous-sol. 3h44. Résultat. Aucune résistance. Silencieux. 3 octobre 1972. Chambre d'amis. 23h02. Résultat. Des larmes. Aucune plainte. Curtis n'en a pas conscience. 5 mars 1974. Après le dîner. Résultat. Aucune réaction de sa part.
Je me sens plus faible. Envisager d'arrêter. Je ne pouvais pas respirer. Lester lisait par-dessus mon épaule. Puis, lentement, il ferma le livre. Cette preuve, a-t-il dit. Non, murmurai-je. C'est un aveu. Il a sorti son téléphone. Il a pris des photos des pages. De toutes. J'envoie ça à Marley, dit-il. Elle connaît du monde. Mais je l'ai arrêté. Attendez. Il m'a regardé. Laissez-moi d'abord les lire, dis-je. Laissez-moi propre. Il hésita, puis hocha la tête. Nous avons emporté le cahier dans le salon. Je lis à haute voix. Chaque entrée. Chaque mot. Jusqu'à ce que l'horloge sonne minuit. Et à la fin, je ne me sentais pas faible. Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais en colère. Et concentré. Parce que ce n'était plus seulement une histoire. C'était une enregistrée. Une arme. De la même manière que la canne avait été. Seulement cette fois je les tenais. Mais juste au moment où je fermais la dernière page, le porche a craqué. Puis un coup. 3 appuis courts. Suivis par le silence. Lester s'est dirigé vers la fenêtre. J'ai jeté un œil à travers le rideau. Son souffle se bloqua dans sa gorge. C'est Jolene. Sa femme. Elle ne m'avait pas parlé depuis des années. Mais maintenant, elle se tenait sur mon porche. Des larmes dans ses yeux. Et une ecchymose fleurie sur sa joue. J'ai ouvert la porte. Elle est tombée dans mes bras. J'ai murmuré 3 mots que je ne m'attendais pas à entendre. Il est avec eux. Jolene n'a pas parlé tout de suite. Elle était assise à la table de la cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de thé intacte, son regard oscillant entre Lester et moi. Son maquillage était maculé, ses cheveux frisés par la panique, et ce bleu sur sa joue, révélaient la partie de l'histoire que ses lèvres n'avaient pas encore révélée. Lester s'agenouilla à côté d'elle, mais elle tressaillit lorsqu'il lui toucha l'épaule. « Je ne savais pas, murmura-t-elle. Je ne savais pas qu'il était comme eux. » « Qui ?» demandai-je à voix basse. Elle leva les yeux. « Ton beau-frère. Thaddeus Junior. Et, ton fils. » Mon sang s'est glacé. « Mon fils ?» répétai-je. Elle hocha la tête, les larmes coulant. « Le cousin de Lester. Il s'appelle Mi-Point, c'est le fils de Thaddeus Junior. Il est en ville depuis des mois, travaillant sous un faux nom. Ils essaient de récupérer la maison. » J'ai cligné des yeux, stupéfaite. La maison ? Elle hocha vivement la tête. La terre a de la valeur maintenant. Ils la veulent. Pas pour la terre elle-même, mais parce qu'elle était de son. Thaddeus. C'est une question de contrôle. Lester se leva lentement, les poings serrés. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? J'ai essayé, murmura-t-elle en pleurant. Mais Miles, il est charmant. Intelligent. Il s'est rapproché de moi. Plus que je ne le pensais. Et puis il a commencé à me poser des questions sur ta mère. Pour savoir si elle était saine d'esprit. Pour savoir si tu avais déjà envisagé de prendre une procuration. Je me suis assis en face d'elle, respirant lourdement. Ils veulent me déclarer incompétent, ai-je dit catégoriquement. Jolene hocha la tête. Et s'ils peuvent le prouver, ou du moins le faire croire, ils peuvent tout prendre. Le visage de Lester prit une teinte que je n'avais jamais vue auparavant. Ni de la colère. Ni de la peur. Une douleur qui n'apparaît que lorsqu'on réalise que la trahison est plus profonde qu'on ne l'imaginait. Il s'est servi de moi, murmura Jolene. Il m'a dit qu'il m'aimait. Que vous étiez fous tous les deux, et qu'il pouvait me protéger de votre famille. Elle rit amèrement. Mais hier soir, il m'a frappé. Pour la première fois. C'est à ce moment-là qu'elle s'est enfuie. Droit à nous. Droit à la femme qu'elle jugeait autrefois parce qu'elle vivait si loin de tout. Je lui ai touché la main. Tu es en sécurité maintenant. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas entièrement vrai. Parce que des gens comme Thaddeus Junior et son fils Miles ne se sont pas arrêtés jusqu'à ce que quelqu'un fasse qu'ils s'arrêtent. Et j'étais resté silencieux assez longtemps. Je me suis levé. Je suis allé en boitant jusqu'au placard du couloir. J'ai retiré la vieille mallette en cuir que Curtis avait autrefois utilisée pour les documents de l'église. À l'intérieur, le carnet de confession de Thaddeus,
les photos imprimées par Marley lors de l'événement du Conseil des femmes, les lettres, et maintenant, j'ai ajouté le visage meurtri de Jolene, photographié doucement avec le téléphone de Lester et placé soigneusement dans la pile. Puis j'ai appelé Marley. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Marley, dis-je, nous sommes prêts. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. Je viens de dire, je serai là demain matin. Cette nuit-là, aucun de nous n'a dormi. Lester faisait les 100 pas. Jolene pleurait dans ma chambre d'amis. Et moi, assis dans le salon, près du marteau, j'attendais. Pas pour la paix, mais pour la justice. Au lever du soleil, Marley s'est garé dans l'allée en compagnie d'un homme nommé Jordan Grave. Ancien journaliste d'investigation reconverti en défenseur des victimes, il était, selon elle, spécialisé dans la révélation d'abus de longue date que les forces de l'ordre des petites villes refusaient de traiter. Il m'a écouté pendant que je lui racontais tout. De la canne, au grenier, au marteau. Des lettres aux menaces, en passant par la guerre silencieuse qui se déroule à huis clos. Il n'a jamais interrompu. Je viens de prendre des notes. Puis il a demandé à voir le carnet. En le lisant, ses mains se mirent à trembler. C'est de l'or, murmura-t-il. Des abus avérés. S'il était vivant, on pourrait le poursuivre. Mais son fils... Il leva les yeux. Nous pouvons exposer tout. Ce soir-là, Jordan passa des appels. Discrets. Aux autorités de l'État. Aux coalitions de survivants. À un avocat en qui il avait confiance. Le matin, le plan était en marche. Et moi, j'étais enfin prêt à retourner au palais de justice. Pas en tant que victime. Mais en tant que témoin. Mais juste au moment où tout semblait pouvoir basculer en notre faveur. Quelqu'un a mis le feu au hangar. Nous nous sommes réveillés au son de la fumée. Lumière orange. Cri. Lester a couru dehors avec le tuyau. Jolene a appelé le 911. Et je me tenais dans l'allée, pieds nus sur le gravier, tandis que les flammes dévoraient l'endroit où j'avais caché les vieilles lettres, les copies, la courte pointe du grenier, les derniers morceaux physiques de la vie que j'avais vécue autrefois en silence. Le marteau, Dieu merci, était dans ma chambre. Sûr. Mais l'incendie n'était pas seulement un avertissement. C'était la guerre. Et tandis que je le regardais brûler, j'ai murmuré un vœu à la fumée. On peut effacer le bâtiment. Mais on ne peut pas effacer la vérité. Pas plus. Plus jamais. Le matin de l'audience, je portais du bleu marine. Pas noir, parce que je n'étais plus en deuil. Pas blanc, parce que je n'avais pas besoin de prouver mon innocence. Marine. Comme la partie profonde de l'océan qui survit à chaque tempête. Lester m'a aidé à monter dans la voiture. Jolene était assise à l'arrière, enveloppée dans un foulard pour cacher le bleu qui s'estompait sur sa joue. Marley suivait dans sa propre voiture, accompagnée de Jordan Grave et d'une assistante juridique nommée Talia, qui avait déposé l'ordonnance restrictive et l'injonction d'urgence quelques jours plus tôt. Sur les marches du palais de justice, je me suis arrêtée. J'avais déjà monté ces escaliers une fois, il y a 48 ans, pour demander une séparation temporaire d'avec Curtis. Je n'avais jamais donné suite. À l'époque, je pensais que le silence était une force. Je pensais que l'endurance était une forme d'amour. Mais j'avais tort. L'amour sans protection n'est pas de l'amour. Et le silence n'est pas une force, c'est une question de survie. Maintenant, je ne survivais plus. J'étais parlant. À l'intérieur, la salle d'audience était froide. Non pas en température, mais en ressenti. Comme si la vérité résonnait ici, mais qu'elle ne serait pas toujours entendue. Thaddeus Junior était déjà assis, vêtu d'un costume noir comme s'il assistait à un enterrement. Son fils Miles était assis à côté de lui, les cheveux lissés en arrière, l'air satisfait. Ils ne m'ont pas regardé. Il aurait fallu du courage pour cela. En face d'eux, nous étions assis en rang serré, moi, Lester, Jolene, Jordan et Marley. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Et puis l'audience a commencé. Ils ont essayé de dire que j'étais mentalement instable. Que le marteau était un signe des obsessions. Que mon récent discours au Conseil des femmes avait diffamé un héros de guerre respecté. Mais ensuite Jordan s'est levé. Il a présenté le journal. Il a lu en très à haute voix. La salle d'audience a changé. Halètement. Murmure.
Une femme au fond est partie en larmes. Puis vint le témoignage de Jolene. Elle avait peur, mais elle est restée debout. Elle a décrit Miles. La manipulation. La pression. Les menaces. Je pensais qu'il se souciait d'elle, dit-elle d'une voix tremblante. Mais non. Il se souciait d'elle. Posséder son. Lester prit ensuite la parole. Il avoua ce qu'il n'avait pas vu. Ce qu'il n'avait pas voulu voir. Et pourquoi il avait enfin ouvert les yeux. Puis le juge s'est tourné vers moi. Madame Albridge, dit-elle. Avez-vous quelque chose à dire avant que je statue? Je me suis levée. Main stable. Le cœur fort. Oui, votre honneur, ai-je dit. J'ai quelque chose à dire. Et j'ai fouillé dans mon sac. J'ai sorti le marteau. Je l'ai retenu. Autrefois, c'était pour me briser, dis-je. Maintenant, c'est comme ça que je me maintiens. J'ai fait un pas en avant. Je l'ai posé doucement sur le bureau du commis. Et regarda droit vers Thad Junior. Je n'ai pas peur de toi, dis-je d'une voix sèche et assurée. Plus maintenant. Tu pensais que si je disais la vérité, ça ruinerait tout ton héritage. Mais la vérité ne gâche rien. Elle le révèle. Le juge a regardé le dossier. Puis à moi. Puis sur eux. Son marteau tomba avec un bruit s'éclaquer. Je ne trouve aucune preuve d'instabilité mentale. L'ordonnance de protection est maintenue. Et j'ordonne une enquête sur toutes les transactions financières tentées par la succession Albridge concernant les biens de Madame Albridge. L'audience est levée. Et comme ça, c'était fini. Pas la douleur. Pas le chagrin. Mais la peur. Disparue. Dehors, la presse attendait. Jordan s'en est occupé. Je n'avais pas besoin d'être au journal télévisé du soir. J'avais déjà été entendu là où cela comptait. La semaine suivante, j'ai organisé un petit événement au centre communautaire. Juste quelques amis. Quelques survivants. Marley a apporté un microphone et a accroché des guirlandes lumineuses le long des murs. Lester a préparé un crumble aux pêches selon mon ancienne recette. À l'avant de la salle se trouvait un podium. Et reposant dessus, le marteau. Maintenant scellé dans du verre. Une plaque en dessous disait « De la douleur au pouvoir. Du silence à la voix. » Cela appartenait à Noreen Albridge. Et personne d'autre ne le tiendra plus jamais. Et moi, Noreen Albridge, âgée de 83 ans, je me suis tenue devant eux tous et j'ai dit. Je pensais que mon histoire se terminait dans la peur. Mais ça se termine par liberté.